Mesdames et messieurs, bonsoir. Cher Claude Lanzmann, nous nous retrouvons ce soir autour de vous, Claude, en présence d'un public nombreux, et avec à vos côtés Éric Marty et Serge Toubiana, qui nous font l'honneur de leur présence. Nous sommes réunis ce soir pour vous rendre hommage. Non pas un hommage convenu, mais un hommage sincère. Des funérailles. Non, pas du tout. Mais simplement pour vous manifester notre reconnaissance. D'abord, comme directeur du mémorial, je voudrais vous remercier pour le soutien que vous nous avez toujours apporté. Lorsque le mémorial est né, vous avez bien voulu accepter de créer un film pour notre exposition permanente. À ce cadeau, vous en avez ajouté un autre. 2 copies 35 mm de Shoah en version intégrale, en français et en anglais, que nous avons d'ailleurs utilisées pour notre programmation. Mais ce qui nous a amené à organiser cette soirée et ce cycle, c'est l'œuvre et le travail que vous avez réalisé. Je dis travail car c'est un vrai travail. Sans votre travail, votre détermination, voire votre obstination, le film Shoah, et d'autres peut-être, n'aurait sans doute jamais vu le jour. Comme vous l'avez maintes fois répété, Shoah n'est pas un film sur la survie, mais sur la radicalité de la mort. 11 années de travail pour produire un film qui n'est pas un film sur l'Holocauste, entre guillemets, ou un film historique, mais une œuvre originale qui fait l'histoire. Vous avez, je crois, et je le dis en présence de spécialistes, participé à créer un genre cinématographique dont beaucoup tenteront de s'inspirer. Un genre où le témoignage des victimes est arraché à l'oubli, avec des témoins qui ne parlent pas d'eux-mêmes, qui ne se racontent pas, qui ne racontent pas comment ils ont survécu, mais qui témoignent de l'extermination, au nom de tous ceux qui ont été assassinés. À tout cela, il faut ajouter un autre bouleversement. La naissance de ce film a contribué à nommer l'événement. Vous le dites vous-même, je me suis battu pour imposer Shoah sans savoir que je procédais ainsi à un acte radical de nomination, puisqu'aussitôt, le titre du film est devenu, en de nombreuses langues, le nom même de l'événement dans son absolue singularité. Pourquoi Israël en 1973 ? Shoah en 1985, Tsahal en 1994, Un vivant qui passe en 1997, Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures en 2001. Chacun de ces titres est devenu un film de référence, une œuvre cinématographique qui a fait le tour du monde, jusqu'à la Chine. Certains de ces films, lorsqu'ils sont sortis, ont pu apparaître comme inabordables ou réservés à une élite intellectuelle. Aujourd'hui, nombre d'entre eux sont utilisés en classe ou dans des séances de formation pour les enseignants. La Shoah et Israël ont été 2 de vos sujets d'inspiration et de préoccupation. Ceux qui vous connaissent diront votre obsession. Vous avez bouleversé notre regard sur la Shoah et ébranlé les esprits sur ce jeune État d'Israël, en faisant émerger des questions essentielles, vraies, fondatrices. Enfin reconnu dans le monde entier, le cinéaste, le résistant d'hier et d'aujourd'hui, l'intellectuel qui poursuit un combat pour la vérité et la liberté, est devenu une autorité morale, une conscience rare de notre temps. Claude Lanzmann, tout simplement, merci. Alors j'ai dit à Claude Lanzmann qu'il ne pourrait pas parler tout de suite, il ne m'en veut pas. Nous avons demandé à 2 de ses amis et complices de bien vouloir nous faire l'amitié, lui faire l'amitié d'être là ce soir. Et il y a à nos côtés, à ma droite, Serge Toubiana, qui a été le rédacteur en chef de la revue Les Cahiers du cinéma et qui est aujourd'hui le directeur général de la Cinémathèque française, et Éric Marty, essayiste, philosophe, écrivain,
qui est également enseignant à l'Université de Paris 7, et c'est à lui en premier que je donnerai la parole. Je ne sais pas trop par quoi commencer, disons peut-être par Shoah. Les films de Claude Lanzmann, Pourquoi Israël, Shoah, Sobibor, ont été reçus de manière successive et je pense de manière très hétérogène dans leur succession, depuis donc Pourquoi Israël jusqu'à Sobibor. Shoah, je pense, a été notamment l'objet de lectures extrêmement diverses et aujourd'hui encore, je pense que ce film est reçu de manière très différente de la façon dont ça a été reçu quand il est sorti. Alors, il y a bien sûr des raisons nouvelles de voir Shoah encore aujourd'hui, puisque la réalité bouge. Aujourd'hui, des États entiers, finalement, sont fondés sur le négationnisme. Aujourd'hui, en Iran, par exemple, des millions de gens sont associés comme communauté politique autour de l'idée que la Shoah n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, donc aussi en France même, des voix comme Salah Badiou vont jusqu'à dire qu'il faut oublier la Shoah. Et tout ce mouvement, à la fois de négationnisme dans des pays comme l'Iran, mais qui se multiplient dans d'autres pays, en France, sous la forme d'autre chose que le négationnisme, mais sous la forme d'un désir d'effacement, qui n'est pas différent du négationnisme dans son essence. Ces mouvements semblent absolument irrépressibles et on a l'impression qu'ils s'appuient parce qu'ils s'appuient aussi sur le bien. C'est au nom du tiers-monde, c'est au nom des peuples qu'il faut oublier la Shoah. C'est ça qui est nouveau peut-être dans les processus d'effacement. Autrefois, au fond, jadis, le négationnisme était explicitement du côté du mal. C'était une sorte de cynisme, d'ironie, de perversion, isolé d'ailleurs, de gens qui se mettaient en marge, et qui étaient volontairement en marge de la société, et qui ne parlaient pas justement au nom des peuples, qui méprisaient les peuples et s'en moquaient. Aujourd'hui, les choses sont très différentes. Le négationnisme se construit à partir donc du bien et sur la base justement des peuples, et notamment des peuples les plus démunis, les peuples du tiers-monde. Et c'est une raison, enfin peut-être nouvelle encore, de voir Shoah, et ce qui fait que Shoah se déplace, je crois, avec le temps, parce que, au fond, les lectures ou les réceptions se modifient. Alors, il y a ces raisons en fait négatives, mais je pense qu'il y a des raisons plus positives et qui sont toujours des raisons personnelles, qui touchent à l'individu, où chacun de nous a des raisons intimes et intérieures de voir Shoah. Et à ce moment-là, c'est moins, je dirais, par rapport à, disons, des perceptions collectives, qu'à des perceptions vraiment singulières que l'on voit Shoah, que l'on visionne Shoah. Peut-être que l'on visionne parce que chaque image est tellement forte que c'est image après image que l'on reçoit Shoah, plutôt qu'on ne le voit. Je veux dire, voir un film, c'est au fond dans un rapport de passivité face à un continuum, face à une image qui défile. Il me semble qu'avec Shoah, c'est plutôt à l'acte de visionner que l'on a à faire. Et à ce moment-là, disons que Shoah prend une autre ampleur que celle d'être simplement, mais ce simplement est déjà très fort, la vérité, prend une ampleur poétique, une ampleur d'une puissance rare et qui fait en effet de Shoah, chaque fois que je le vois, chaque fois que je le visionne, à mes yeux, une œuvre absolument unique, une œuvre d'exception. Et cette exception, elle est d'autant plus sensible que précisément, je crois, Shoah a d'abord été vue au travers de filtres ou de médiations qui empêchaient peut-être de voir totalement le caractère exceptionnel de Shoah. Puisque quand Shoah est sorti, au fond, eh bien, les yeux des spectateurs étaient déjà, disons, imbibés par des visions antérieures de la Shoah. Tant d'images, tant de films, tant de livres, tant de représentations de l'extermination avaient finalement formé le regard ou formé l'esprit, de sorte que peut-être on n'a pas tout de suite vu le caractère unique de Shoah. Le premier rapport, le premier
réception de Shoah était plutôt une réception comme documentaire. Au fond, ce que les gens ont perçu, c'est d'abord un bouleversement et un choc émotionnel très fort, bien sûr, mais peut-être les gens ont-ils vu à ce moment-là Shoah dans la continuité d'autres représentations de l'extermination. Je crois que de plus en plus, avec le temps qui vient, de plus en plus, Shoah, l'œuvre, va être de plus en plus autonome, de plus en plus séparée finalement des autres manières que les cinéastes, les documentaristes, les historiens ont pu justement représenter la Shoah. Il y a déjà, je pense, une lecture vraiment de la singularité profonde de ce film, mais qui s'affirme dans sa distinction absolue par rapport aux autres productions de la Shoah, de films ou d'œuvres sur la Shoah. Alors, il y a bien des choses à dire sur ce caractère exceptionnel du film de Claude Lanzmann. Beaucoup de choses ont déjà été dites là-dessus, et je ne vais pas les reprendre, bien sûr, autour de la question de la représentation, etc. Il y a beaucoup de choses ont été dites sur les caractères proprement singuliers du film. Mais moi, ce qui m'apparaît toujours lorsque je regarde Shoah, c'est finalement la solitude de son auteur dans le temps même, et je m'excuse de parler de lui, de ça en sa présence, mais il me semble que en voyant Shoah, j'ai l'impression d'avoir affaire à l'œuvre d'un homme seul, d'un homme isolé, et qui a qui a construit cette œuvre dans un isolement, je dirais, et dans une singularité corporelle, physique, charnelle et sensorielle, intellectuelle, par rapport à ce qu'il avait à faire, par rapport à ce qui était sans doute pour lui, justement, une œuvre en train de se faire. Et je dirais, c'est pas par hasard si justement cette œuvre, me semble-t-il, je la reçois comme ça, hein, a été construite de la manière la plus singulière possible et en même temps et la plus universelle possible. Il me semble que si en effet, comme le rappelait Jacques Frege, en Chine même, Shoah a été reçu et a provoqué une réception enthousiaste et passionnée, peut-être que c'est parce qu'il fallait que justement ça ne soit pas une œuvre médiatisée par la collectivité, par le caractère purement historique, mais que ça soit une œuvre poétique et d'un homme seul. Il fallait que ça soit ça pour que justement il ait cette ampleur planétaire. Traiter justement peut-être l'événement hors de tout consensus, hors de toute réception, je dirais, normalisée, mais non pas en dehors du réel, la Shoah elle-même. C'est peut-être justement ce qui caractérise le travail de Claude Lanzmann. Claude Lanzmann qui a, disons, produit une œuvre hors de tout regard moyen sur cet événement. Alors, ce qui me semble, c'est, je dirais que Shoah, disons, est une lecture incommensurable, démesurée, et dont la démesure n'est pas seulement dans la longueur, n'est pas seulement dans l'absence de musique, qui est dans l'espèce de silence comme cela qui accompagne le film, dans sa lenteur, dans cette espèce de profondeur, de violence surtout, qui anime le film. Je dirais que ce qui fait cette solitude de Shoah, pour moi, est peut-être l'image la plus forte de l'isolement créateur de Lanzmann dans sa production de Shoah, c'est cette violence. Il me semble que c'est un film d'une immense violence. Cette violence n'est pas une violence psychologique, caractérielle, individuelle. Non, c'est une violence, je dirais, liée à la production même des images, à la manière qu'a Claude Lanzmann d'interroger jusqu'au bout dans une forme de tension extrême. Et que cette violence, elle ne permet justement, contrairement aux œuvres en général, aucun soulagement, aucune catharsis, aucune réconciliation du public autour de l'œuvre. C'est-à-dire que nous sommes finalement, assistants à Shoah, tous aussi isolés, peut-être, que Claude Lanzmann lui-même l'était lorsqu'il a produit son œuvre. Nous sommes peut-être tous aussi brisés que peut-être il a été brisé, je ne sais pas, en construisant cette œuvre qu'est Shoah. En tout cas, cette violence, justement, elle est particulière parce que je dirais donc, oui, elle ne permet aucune catharsis, aucune purgation, aucun soulagement, aucune purification
de nos âmes, de nos passions, de notre pitié, de notre douleur face au spectacle, face à ce qui est dit. Et c'est peut-être de cette violence juste que je voudrais dire quelques mots. Je ne sais pas dans quelle mesure on va distribuer la parole de manière plus rapide. En tout cas, je voudrais juste, pour terminer, mais je reprendrai peut-être la parole après, dire quelques mots de ce qui me semble être la violence de Shoah. Violence donc, qu'en tout cas, qui moi me détruit en quelque sorte chaque fois que j'assiste à la représentation de ce film. Alors c'est une violence que l'on pourrait bien sûr, mais ce ne sera pas le cas ce soir bien sûr, mais que l'on pourrait démonter de manière rhétorique en montrant comment le montage, comment les travelling d'une incroyable, presque fou de la caméra qui parcourt l'espace des camps, comment la puissance même de la captation du témoin, comment la violence aussi face au mal, c'est-à-dire face aux nazis, qui sont interrogés ou face à certains, je dis bien certains paysans polonais qui incarnent dans leur rire même le mal, il y a une violence constante de la caméra à aller jusqu'au bout finalement de cela. On pourrait bien sûr très longuement faire une sorte de description rhétorique de l'art cinématographique de Lanzmann, qui est une rhétorique et donc une poétique profonde de l'image. Mais c'est un discours trop technique et qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt ce soir. En fait, cette violence-là, elle est bien sûr de l'ordre de la sphère esthétique. Et je crois que Shoah est un film aussi qui appartient entièrement à la sphère esthétique, mais bien sûr dans son plus haut sens, non pas dans la sphère esthétique dans son sens, je dirais, de décoration ou de beauté comme cela superficielle, mais dans son sens le plus profond. Ce que je voudrais dire simplement, c'est la violence peut-être au niveau de l'événement même, de la philosophie de l'événement que Shoah nous transmet. Cette violence de l'événement qui est aussi violente que la violence de l'Iliade, que la violence de la comédie de Dante, que la violence de l'Exode de la Bible. Il me semble que le message profond de Shoah, comme le message de l'Iliade, comme le message de la comédie de Dante, comme celle de l'Exode de la Bible, c'est que l'événement est toujours vivant, que l'événement n'est pas clos, que la Shoah n'est pas un événement historique au sens habituel du terme, c'est-à-dire qu'il est pris entre telle date et telle date, et qu'une fois qu'il a eu lieu, eh bien, il est terminé, et puis on en parle comme un événement historique qui est passé. Non, il me semble que la violence de Shoah, et sa violence la plus profonde, c'est de cette philosophie de l'événement profonde, c'est le message qu'il transmet, c'est de dire que l'événement n'est pas clos, l'événement dure encore, l'événement dure toujours, l'événement nous est toujours co-présent, il a toujours lieu ici et maintenant. Par rapport à cela, évidemment, il y a l'idée raisonnable que l'événement, en fait, bien sûr, a eu lieu. Et c'est l'idée raisonnable, c'est celle du documentaire. Finalement, l'événement s'est clos en 1945 avec la libération de l'Allemagne, de la Pologne, etc. Dans cette vision raisonnable de l'événement, l'événement est pris dans une chronologie. Et or, justement, ce que nous montre Shoah, c'est que l'événement est d'une telle violence qu'il casse toute chronologie, qu'il casse toute idée d'antériorité, de postériorité, et donc qu'il casse toute idée de clôture. Et donc, en ce sens, voilà aussi peut-être la singularité profonde de Shoah. C'est cette rupture absolue qu'il crée par rapport à toute représentation, je dirais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire peut-être un événement qui dure? Un événement qui dure, je pense qu'il dure aussi profondément pour Claude Lanzmann, c'est-à-dire que dans la manière qu'il a de filmer l'événement, d'étreindre les interlocuteurs, soit de les traquer comme il traque la parole mensongère du nazi qui est toujours en train de mentir, soit qu'il force parfois la parole du témoin. Je veux dire, cette violence, cette idée d'un événement qui dure toujours, cette idée-là est, je crois, profondément dans le corps de Claude Lanzmann, dans sa manière de construire son film. Mais je crois que ce n'est pas seulement quelque chose de subjectif chez Claude Lanzmann. Je crois que c'est quelque chose qui aussi est lié à l'événement lui-même. En tout cas, tout cela nous éloigne de toute idée de mémoire au sens de commémoration, justement. Vous disiez que ce n'était pas ce soir une façon de commémorer ou de faire des hommages. En effet, Shoah n'est pas un film commémoratif.
Alors, on pourrait dire que si la Shoah, si l'extermination dure encore, c'est un événement qui échappe justement à la chronologie, à l'avant et à l'après. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de monde pour l'accueillir. Il n'y a pas de structure de monde, il n'y a pas d'univers. Il n'y a pas d'univers pour accueillir l'événement. Et cet événement défie tout accueil, au point d'ailleurs de manquer, au point d'être un événement à la fois énorme, monstrueux, excessif, et en même temps qui, dans son énormité, se manifeste toujours par une forme de disparition. Et je voudrais pour cela citer un passage magnifique du film de Claude Lanzmann. C'est un passage où Abraham Bomba, qui est un des plus... Enfin, mais tous, ils sont tous extraordinairement émouvants et forts et puissants. Abraham Bomba qui donc raconte, dans la première partie de Shoah, la sélection. Et il dit finalement, à ce moment-là, il dit comment tout disparaît au moment où ça a lieu, comment l'événement finalement s'efface. Je voudrais citer, il faudrait bien sûr passer la séquence, mais vous l'avez vu, vous la connaissez. En un éclair, tout était vide, comme si rien n'était arrivé. Rien, ni personne, jamais. Il ne restait aucune trace, plus une trace, comme par magie, tout avait disparu. Et d'autres témoignages vont dans ce sens-là, justement, d'un événement qui est incommensurable, et en même temps dont les traces matérielles sont toujours dans un processus d'effacement. Là aussi, c'est aussi un des traits de l'événement que d'en avoir pas justement de monde, d'espace ou de réalité, d'espace, je dirais, naturel pour être accueilli. Je voudrais marquer un autre aspect du caractère précisément violent et surtout la temporalité propre de l'événement. Cet événement a sa temporalité par ses disparitions permanentes des traces. Mais il y a autre chose. Il y a quelque chose qui me semble aussi marquer la manière dont Claude Lanzmann ou la manière dont les témoins nous racontent l'événement. C'est ce leitmotiv du maintenant ou du désormais. En effet, la Shoah, l'extermination, est un processus avec des étapes. Chacune de ces étapes est comme irréversible et chacune de ces étapes a comme adverbe qui est son maître, l'adverbe maintenant ou désormais. Par exemple, le passage à Chelmno ou à Treblinka de l'enterrement des cadavres au four crématoire. Maintenant, on n'enterrerait plus les cadavres. Maintenant, on les brûlerait. Je voudrais citer un passage de Richard Glazar, Treblinka. C'est les bûchets qui apparaissent et on commence donc en novembre 1942 à Treblinka à brûler les corps. Et voilà ce que dit Richard Glazar. C'est une scène où il est filmé, c'est en Suisse, là, il est en plein air, on le voit, c'est un moment très beau. Il dit « C'était la première fois que cela arrivait. Nous sûmes cette nuit-là que désormais, les morts ne seraient plus enterrés, ils seraient brûlés. » Et il y a comme cela des tournants successifs dans le processus d'extermination qui se succèdent. Et ce qui me frappe beaucoup dans le film de Claude Lanzmann, c'est l'attention extrême qu'il prête à la première fois, aux premières fois. Par exemple, l'attention qu'il prête au premier convoi de Juifs en provenance de Varsovie, le 22 juillet 1942. La première fois que les vêtements dont se dépouillent les Juifs avant d'être exterminés, la première fois où les vêtements sont récupérés en vue d'être exploités. La première fois où on organise une section de coiffeurs pour couper les cheveux et récupérer les cheveux. La première fois où s'organise l'autofinancement des transferts par les communautés juives elles-mêmes, etc., etc. Je pourrais multiplier comme cela les exemples dès maintenant. Désormais, ce seraient les Juifs eux-mêmes qui feraient leur transfert. Désormais, les coiffeurs seraient engagés pour couper les cheveux des femmes et des hommes afin de les récupérer. Désormais, etc.
nous sommes devant des processus chaque fois irréversibles, de nouveaux tournants, qui enfoncent en quelque sorte le processus dans un temps de plus en plus singulier, de moins en moins commun, qui a de moins en moins de points communs avec notre temps. De plus en plus, je dirais, le film de Claude Lanzmann construit la véritable temporalité de l'événement en tant qu'il se disjoint de manière inexorable du temps humain, du temps commun, du temps social. Et à mesure que ce temps prend cette configuration particulière, à ce moment-là, évidemment, l'événement introduit dans le monde des actes absolument incompréhensibles par ce monde, des actes absolument inintégrables par ce monde, d'où l'espèce de disjonction, de déséparation radicale que le processus d'extermination, évidemment, construit à notre égard, et d'où le fait qu'il ne peut produire qu'un regard absolument halluciné sur lui. C'est-à-dire que, en effet, à mesure que nous assistons à ces différents tournants, et qui sont toujours marqués émotionnellement, de manière très très forte d'ailleurs par les témoins, nous-mêmes, notre regard devient un regard halluciné, devient un regard qui n'est plus même sensoriellement, notre œil n'accommode plus l'image comme un œil accommode l'image ordinairement. Notre œil est pris dans une sorte de vertige et une fixation, en tout cas une impossibilité d'accommoder l'image sous la forme avec laquelle on accommode les images au cinéma, sous la forme du plaisir, du confort, de l'habitude, et au fond de la passivité, une forme de passivité oisive où on reçoit comme cela un continuum d'images qui est le film. Bon, c'est en ça que peut-être, pour moi, à mes yeux, Shoah n'est pas un film, c'est un poème, enfin. C'est-à-dire qu'au sens où chaque séquence est absolue, où chaque image est absolue, et n'est pas prise dans l'espèce d'engloutissement qu'est la narration filmique traditionnelle, je dirais. En tout cas, ce qui est, je dirais, c'est un poème au sens, je dirais, où c'est une œuvre furieuse. J'entends le mot fureur au sens aussi bien de René Char, de Fureur et Mystère. Et je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le lien entre l'œuvre de René Char et celle de Claude Lanzmann, dans son tréfonds poétique, mais aussi dans le fait que René Char a été l'un des rares poètes à avoir compris très tôt la dimension, comme il le dit, indicible de ce qui avait lieu, caractère incompréhensible de ce qui avait lieu. Mais en tout cas, cette fureur, en effet, peut-être serait le mot commun entre un poète comme René Char et un poète ou un cinéaste comme Claude Lanzmann. Cette fureur, donc, c'est celle de ces images arrachées, de ces images qui sont d'une incroyable violence, je dirais, mais cette fureur, c'est aussi une fureur inspiratrice. Et peut-être, bon, là, vraiment, je vais terminer sur ce point. Ce qui me semble, en effet, c'est que Claude Lanzmann ne fait pas la catharsis. Il n'est pas un dramaturge, un comédien, un homme de comédie qui, après nous avoir montré des choses terribles, eh bien, nous remettrait sur, finalement, une réconciliation. Je dirais qu'il y a quelque chose de plus poétique que théâtral dans l'œuvre de Lanzmann, dans l'œuvre de Claude Lanzmann, dans Shoah, et que c'est par cette fureur, justement, qu'il nous maintient entièrement vivants par rapport à ce que l'on voit. Cette fureur, la fureur du film, la fureur de l'image, la fureur qui est constamment à mon avis présente, y compris dans la lenteur, parce que fureur et lenteur peuvent être tout à fait amis. La fureur ne veut pas dire forcément un énervement, ne veut pas dire forcément une espèce d'excitation, au contraire. Il y a aussi dans la lenteur du film, entre guillemets, une fureur immense. Il me semble que cette fureur, justement, se substitue peut-être à ce que d'autres cinéastes ou d'autres historiens ont préféré mettre, une forme de catharsis, de réconciliation. Non, cette fureur, elle est celle qui nous maintient vivants par rapport à l'abominable, vivants par rapport aussi à l'incroyable humanité qui est présente dans la voix, dans les visages, dans les larmes, dans les corps de ceux qui parlent. Et cette fureur, c'est justement, à mon avis, vraiment peut-être le mot qui, moi, à mon avis, définit peut-être le mieux, pour moi, l'œuvre de Claude Lanzmann.
Merci, monsieur Éric Marty, pour cet éclairage sur Shoah. C'est le film que nous avions choisi pour inaugurer ce cycle. Et c'est le film qu'on se doit de voir et de revoir. Et c'est vrai, avec un regard différent à chaque fois. On va forcément parler du cinéma. C'est pour ça que le bouleversement que ça a pu provoquer dans le cinéma, l'œuvre de Claude Lanzmann, c'est pour ça qu'on est ravis que Serge Toubianois soit là ce soir à nos côtés. Merci. Merci. Je voudrais partir de Pourquoi Israël, qui est le premier film de Claude. Pourquoi Israël, sans point d'interrogation, parce que ça change tout. Imaginons ce que serait le film s'il s'intitulait Pourquoi Israël ? Il ne s'agit donc pas d'un film question, mais d'un film réponse. Israël existe, et quand Claude fait ce film, Israël a 25 ans. Et voilà comment il existe, spécifiquement, et quelle est la nature de sa spécificité. C'est la seule question qui parcourt le film. Spécificité historique, spécificité culturelle, langagière, etc. La forme du film, la forme de Pourquoi Israël, c'est une forme mosaïque. Pas de voix off. Un éclatement qui signifie, et ça va être paradoxal après ce que vient de dire Éric Marty, mais à mon avis, c'est au fondement du cinéma de Claude Lanzmann, un éclatement qui signifie la joie. Une certaine joie de croiser le réel avec une caméra. Et je dirais plus tard, peut-être pour être paradoxal, que dans Shoah, il y a de la joie. Image, par exemple, dans le film, image de l'arrivée des migrants russes. Pour Claude, cinéaste, le réel, c'est comme un flux, une irrigation continue. Israël, une idée devenue réalité, sans cesse enrichie, confortée, renouvelée. Israël, une forme en mouvement. Et là, je mets point d'interrogation. Je pense à la scène à l'aéroport Ben Gourion. Les retrouvailles entre deux frères qui ne se sont pas vus depuis très longtemps. Qu'est-ce que fait Claude, cinéaste ? Il fait le go-between. Il va chercher le frère par-delà la frontière, la limite, et il l'amène. Il organise les retrouvailles. Pour lui, cinéaste, filmer, c'est être à ce point de contact, ce point de rencontre du réel. C'est être à la naissance de ce qui fait lien. Et je pense qu'il y a, pour Claude Lanzmann, cinéaste, une certaine jubilation devant le réel, à le susciter, à le créer, à le permettre. Longue scène, dans une voiture, le couple russe, avec sa petite fille. Claude est avec eux, il filme le premier regard de ce couple russe, qui ne parle pas un mot, qui ne parle que russe. Il filme le premier regard de ce couple sur le paysage, le territoire. La voiture les mène à Arad, sur la mer Rouge. Claude... Mer morte ? Pardon, mer morte. Voilà la petite faute. Heureusement qu'il est d'une vigilance. Il est infaillible en plus, on le dira tout à l'heure. C'est Claude Lanzmann qui propose l'arrêt à Jérusalem. Et ça, c'est très important. Comment un cinéaste intervient sur le parcours de son film. Il est acteur dans le film, il est souvent à l'image dans le film. Et même dans les moments les plus douloureux, Claude a une façon d'être dans l'image extrêmement singulière, un peu en retrait, je trouve assez joyeux. La voiture s'arrête à Jérusalem. Le Russe découvre le mur des lamentations. Claude est dans l'image, il l'accompagne. Il constitue lui-même un des éléments de l'image qu'il a suscité, voulu. Je pense que pour Claude, cinéaste, c'est accompagner, encourager, faire advenir une image nouvelle, une image neuve. Je pense que Pourquoi Israël est un film
entièrement fondée sur l'empathie. Et alors, l'empathie, pour un cinéaste, c'est quoi? C'est être le premier témoin de ce qui naît, de ce qui advient. Et cette phrase du Russe est magnifique. « Je n'ai pas été ici depuis 2000 ans. » Pourquoi Israël aborde toutes les grandes questions, je dirais de manière assez sartrienne, pour parler de quelqu'un qui quand même compte dans la vie de Claude Lanzmann, Jean-Paul Sartre. La question de la religion, le couple religion-tradition. S'agit-il d'opposer ou de lier la foi, la croyance à la culture? Est-ce que cette relation complexe, peu discernable entre croyance et culture, entre religion et tradition, fait bouger un pays comme Israël? Point d'interrogation. Longue scène de Claude parmi les dockers. Il leur pose la question, y a-t-il une lutte des classes en Israël? Réponse, non. Mais est-ce qu'il y a des riches et des pauvres? Oui, il y a des riches, mais nous ne sommes pas pauvres. Nuance. Une manifestation de rue à Tel Aviv. Claude interviewe un policier. Qu'est-ce que cela vous fait d'être un policier juif? Il filme dans une prison, des prisonniers juifs. Qu'est-ce que cela veut dire d'être juif dans une prison juive? Voilà les questions que pose le cinéaste, l'enquêteur, le philosophe. La question du territoire, essentielle. Ces vues magnifiques sur le canal de Suez. Est-ce que l'armée israélienne est une armée comme une autre? Non, c'est une armée juive. Une nation comme les autres? Un peuple comme les autres? Ou bien un peuple responsable de tous les peuples? On revient sur le couple russe, un mois a passé. Dramatisation, déjà la colère, la déception. Lui, il veut partir, s'installer en Amérique. Il ne se plaît pas, dans une ville construite en plein désert par des familles d'émigrants. Pour Claude, je pense, dans ce film, l'axe, la mission, c'est de filmer le territoire, filmer le lieu où ça a lieu, le lieu où ça a eu lieu. Il y a cette scène très forte où il est question du jumelage entre Dimona et Andernach, une ville allemande. Les gens s'engueulent. Vraiment, engueulade. Démocratie. Engueulade. Souvent, la démocratie, c'est l'engueulade. Et puis, réunion officielle, le maire de la ville allemande, discours, chanson, euphorie. Israël et les Palestiniens, le film aborde frontalement la question de la coexistence entre ces deux peuples, déjà en 1973. Ce qui m'intéresse, c'est la structure du film. Et on va voir que c'est, je pense, quelque chose qui va revenir dans les autres films de Claude. Les points d'appui, les entretiens individuels ou collectifs. Ce qui fait retour aussi, cette façon de faire retour sur un personnage, de lui redonner sa chance, de faire exister dans le film la mémoire du film. Quelqu'un qu'on a déjà vu et qui revient, dont on se souvient, dont on a fait connaissance, qui nous devient familier. Voilà comment le film se construit. Et puis cette fin, très forte, où Claude vraiment se met en scène lui-même, son nom, à travers le nom Lanzmann, le musée, l'énumération des noms Lanzmann et les prénoms différents. Claude se tourne vers la caméra et dit « cut ». Le film s'arrête et on revient sur la chanson « L'homme à l'accordéon » du début. Voilà comment un récit se construit. Voilà comment un cinéaste travaille et se met au travail. Alors j'ai revu Un vivant qui passe, que je trouve très intéressant. Cet entretien filmé avec Maurice Rossel, ancien délégué du Comité international de la Croix-Rouge, un petit helvète comme il s'appelle lui-même, un petit helvète. Cet homme a visité les camps d'Auschwitz et de Theresienstadt, je le dis mal, pardon, Theresienstadt, en 1944. Et la question que lui pose Claude Lanzmann est la suivante. Qu'a-t-il vu, entendu, senti en visitant ces camps? En quoi et de quelle manière a-t-il été témoin de l'histoire? Le film s'articule sur deux idées très fortes, qui sont des idées fondamentales au cinéma. Voir ou ne pas voir. Est-ce qu'il a vu ou est-ce qu'il n'a pas vu? S'il a vu, il est témoin. S'il n'a pas vu, il a été le dindon de la farce. Et le langage, la question des mots. Quels mots on emploie pour parler de son expérience? Et Rossel, de ce point de vue-là, est un très mauvais partenaire. Il parle de détenus au lieu de parler de déportés. Il parle d'Israélites tout le temps, d'Israélites fortunés souvent.
n'emploie pas souvent le mot juif, ça l'écorche. Jamais extermination, c'est un mot, c'est Claude qui en parle. Alors ce témoin de l'histoire, c'en est un, c'est pour ça que Claude l'interviewe, il n'a rien vu. Confronté à cette expérience historique, il n'a pas fait son travail de mémoire, il est dans une sorte d'oubli, de mémoire flottante, désarticulée. Alors que devient le film? Et pourquoi Claude l'a-t-il entrepris? Rappelons que Claude Lanzmann a mené cet entretien en 1979 dans le cadre de la réalisation de Shoah, dans le cadre de cette construction dont on parlera tout à l'heure aussi, Shoah. Et il n'a retenu aucune image, aucune séquence dans le montage de Shoah, pour des questions, à mon avis, évidentes, de logique propre du film Shoah. Plus tard, en 1997, il décide d'en faire un film autonome, indépendant de Shoah, une sorte de, peut-être, post-scriptum. Alors comment cet entretien décevant, entre guillemets, je dis décevant, devient-il la matière d'un film autonome? Avec un personnage qui en sait moins sur son expérience que celui qui l'interroge. C'est le paradoxe du film, un vivant qui passe. Quelle conception, et ça c'est très important à mon avis, quelle conception Lanzmann se fait-il de l'entretien? Pour lui, c'est un exercice de vérité. Claude Lanzmann connaît le rapport, il l'a sur ses genoux, il connaît le rapport qu'a écrit à l'époque Rossel, après sa visite du camp, et il le confronte, texte en main, à l'exercice de mémoire auquel il soumet son interlocuteur. Rossel est en deçà de sa propre expérience. Il a été victime d'une mascarade, d'une mise en scène, du faux, mené par les nazis. Ce petit Helvète, comme il se nomme lui-même, est un mauvais acteur de l'histoire, de sa propre histoire. Le film vaut, évidemment, et de manière exemplaire, pour cette confrontation en direct d'un homme avec son passé. Un autre film fait à partir des chutes, je dirais, des chutes de Shoah, c'est Sobibor, qu'on vient de voir juste avant notre discussion, notre débat. Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures. C'est tout à fait l'inverse. C'est le contraire. Le pendant inverse de Un vivant qui passe. Là, le film est construit autour d'un témoignage extraordinaire, d'un homme ordinaire, qui devient héros de l'histoire, sujet et acteur de l'histoire, et de la sienne. Film exemplaire. Et Claude, dans ce film, est dans une position réellement de questionneur. Il ne sait pas ce que l'interlocuteur, celui qui l'a choisi, témoin de l'histoire, va lui dire. Il est, et alors, et qu'est-ce que vous faisiez à 16h, à 16h05, à 17h, racontez-moi. Claude est le premier à recevoir, comme un cadeau de cinéma, cette parole, ce témoignage, cette histoire extraordinaire que Yehudi Lerner lui donne en cadeau pour un film à faire, un film exemplaire. Sur Shoah, Éric Marty a dit l'essentiel. Je dirais qu'il a dit, Éric, vous avez dit que le film n'avait pas de musique, et en même temps, le film commence avec une douceur incroyable, avec une chanson. Un homme se remémore son passé, de jeune chanteur, et ce travail s'opère grâce au cinéma, grâce à la mise en scène de Claude Lanzmann, avec la confrontation visuelle, sensible, physique avec le paysage. Très important dans le cinéma de Lanzmann, ce moment où un personnage se réapproprie un paysage, un territoire, même si, évidemment, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, ce paysage a changé. Il est vidé de son histoire, mais il est là. Le lieu, ça a eu lieu, et c'est là que ça a eu lieu, et c'est là qu'il faut filmer pour dire que ça a eu lieu. Le film prend son temps, il avance par touches, on passe du plan d'ensemble au gros plan. Le travail du film, Shoah, ce gigantesque travail, cette énergie s'étalant sur une douzaine d'années, construit son architecture propre, visible et invisible, obsessionnelle, récurrente. Sur fond d'une mélancolie propre, qui est à la fois celle de la mémoire de la Shoah, mais aussi la mémoire du film lui-même en train de travailler son matériau.
Ce qui m'a frappé, ce qui m'a toujours frappé dans Shoah, mais à chaque fois c'est une nouvelle chose, mais là, je dirais, de façon un peu dans le prolongement de ce qu'a dit, du caractère poétique dont a parlé Éric Marty, moi je dirais c'est son côté géologique. Shoah, c'est un film géologique qui construit son architecture, son temps, sa parole. Et pour moi, c'est un film aussi de musicien. Ça me frappe énormément la dimension musicale dans le cinéma de Claude Lanzmann, même si c'est pas le fait qu'il y ait de la musique ou pas, mais à quel point Claude a le don, le talent de trouver une musique. La parole devient musique, scansion, retour sur soi, travail récurrent de la mémoire, de la parole, crée une espèce de musique, de musicalité cinématographique, proprement cinématographique. Voilà les quelques mots que je voulais dire. Merci Serge Toubiana pour ce commentaire éclairé du travail de l'œuvre de Claude Lanzmann. Claude Lanzmann, merci de vous être prêté au jeu et c'est pas facile d'entendre parler de soi pendant 40 minutes et de rien pouvoir dire. Et c'est donc maintenant à vous pour quelques mots et le temps pour le temps que vous voulez, Claude, de vous exprimer. Bon, vous êtes des vrais amis tous les deux et vous êtes très très intelligents. Bon, on pourrait parler toute la nuit et des jours et des jours. Et on mettrait votre intelligence et la mienne à l'épreuve et à la torture. Parce que tout ce que vous avez dit est très vrai et très beau, et en même temps, Shoah est une œuvre profondément immaîtrisable, par moi aussi. Bon, mais je voudrais commencer quand même. On va pas parler de Shoah ce soir, si vous m'y autorisez, ou alors ça viendra par surcroît sans que je l'ai voulu. Je préfère, puisque Serge a parlé de pourquoi Israël, puisqu'il y a une sorte tristement d'actualité de tout cela. Je préfère commencer moi par parler de pourquoi Israël, dont Serge a observé avec ô combien de raisons qu'il n'y avait pas de point d'interrogation. Pourtant, ce point d'interrogation, je l'ai vu souvent. Et chaque fois, c'était comme une blessure, une insulte, et souvent chez les Juifs. Il n'y a pas que chez les non-Juifs que ça arrive. Pourquoi Israël? Point d'interrogation. Non, c'est vraiment pas ça du tout, et tu as très bien dit que c'était pas une question, mais que c'était un film-réponse. Mais je voudrais quand même vous dire quelques mots d'histoire, sur l'histoire de ce film, parce que je ne sais pas si elle est bien connue. Je dirais que pourquoi Israël est le résultat d'un reportage non réalisé et d'un livre avorté. Bon, j'avais été en Allemagne de l'Est quand tout cela était interdit, au moment du blocus de Berlin, et j'avais écrit une dizaine d'articles que j'avais envoyés au journal Le Monde sans connaître à personne. Et au bout de 3 jours, on m'a téléphoné et les 10 articles que j'avais écrits étaient pris. Ils ont été publiés très vite sous le
titre, je crois, le titre générique ou général. L'Allemagne derrière le rideau de fer. Bon, et ça me plaisait quand même. Et je me suis dit, je crois l'été suivant, en tout cas c'était en 1952, et je leur ai proposé cela au Monde, ils ont accepté tout de suite, de partir pour Israël et de faire sur Israël ce que j'avais fait sur l'Allemagne. Donc je suis parti un beau jour d'août ou de la fin juillet, je ne sais plus, en bateau de Marseille, sur un bateau israélien. Il y avait des gardes mobiles partout, des fusils, baïonnettes au canon, comme si... Et je m'imaginais que c'est une sorte de déportation. Et beaucoup d'immigrants. C'était donc 4 ans après la création de l'État. Bon, je ne savais rien, je n'ai pas eu d'éducation juive, je n'ai pas de culture juive, il n'y avait pas de tradition juive dans ma famille. Et je partageais ma cabine avec un très grand type, très mince, avec une longue barbe, aux yeux bleus, très beau type, et qui était grand rabbin du Maroc, je crois. Bon, il s'appelait Maklouf Abissira. Il faisait, en plein mois d'août, il était toujours avec d'énormes chaussettes blanches, et il ne parlait que hébreu et arabe. Pas un mot de français, rien. Et alors, il pointait son doigt vers moi, il disait « Yudi ». Alors je disais « Ken », c'était tout ce que je savais. Il me disait « Lolo », non, enfin bon. Et bref, un jour, il a failli m'assassiner parce que c'était un Shabbat, j'avais laissé la lumière allumée dans la cabine. Et il est resté toute la nuit, il n'avait pas voulu toucher l'électricité. Bon, mais tu as bien raison de parler de l'importance radicale chez moi de la première fois. Le premier matin, donc, en mer, une femme de ménage, c'était un bateau israélien, steamship, une femme de ménage arrive et se met à laver la cabine à grande eau, agenouillée. Je n'ai pas supporté cela. Je n'ai pas supporté. J'imagine qu'il y a des femmes de ménage juives en Europe occidentale ou aux États-Unis, mais qu'il y ait une femme de ménage israélienne sur un bateau israélien et une femme qui fasse le ménage pour moi, qui soit ma domestique, ma serve. Je l'ai prise, je l'ai relevée. Elle m'a regardé comme si j'étais atteint d'une grave maladie mentale. Elle n'avait sûrement pas tort. Et je lui ai dit non, pas question. Mon père, ce qui fait que le ménage n'a plus jamais été fait dans cette cabine. Bon, je passe, c'était assez formidable quand même ce voyage, la nuit avec tous ces Israéliens formidables sur le pont qui étaient là. Bon. Et j'ai connu une fille sur le bateau. Bon, elle s'appelait Dalia Kaufmann. C'était une juive. Tout ça est très important, je réponds à vos questions. On écoute avec attention. C'était une juive allemande qui avait quitté l'Allemagne avec les adolescents de, je crois qu'on appelle ça l'Alia Tatanoa. Bon, les juifs allemands qui ont réussi à quitter l'Allemagne avec l'accord des nazis en 1936. Enfin, bon. Et
elle était avec un groupe, et ce groupe avait fondé un kibbutz au bord de la mer Morte, à côté de Jéricho, qui s'appelait Beth Arava. Et c'était l'enthousiasme pionnier des sionistes de l'époque et des jeunes sionistes. C'est au bord de la mer Morte, donc la terre est incroyablement salée. Et ils allaient avec des brouettes chercher l'eau du Jourdain, avec des brouettes et des seaux pour faire descendre la couche de sel, pour l'enfoncer, pour faire pousser des tomates, etc., etc. Bon, ils avaient réussi. Et il y a eu la guerre d'indépendance, et ce territoire-là a été donné quand les accords ont été conclus aux Jordaniens. Donc ces gens de Beth Arava, qui avaient commencé à fonder leur kibbutz aux environs de 1938, 10 ans plus tard, ont dû déménager. Ça a brisé les couples, elle était mariée avec un type, et le mari est parti dans un autre kibbutz, elle, dans un kibbutz de la frontière libanaise, qui s'appelle, je me souviens du nom, Gesher Aziv, et on est arrivé à Haïfa, et on peut voir, quand on arrive par bateau, l'étagement des diverses couches d'immigration sur la colline du mont, sur les collines du mont, les pentes, pardon, du mont Carmel. Et moi, j'arrivais là, c'était comme l'histoire de ma femme de ménage, de m'imaginer qu'Israël était un désert où tous les Juifs allaient recommencer le monde de leurs mains nues, égalitairement. C'était un rêve incroyable de fraternité que j'avais. Et donc, quand on voyait les constructions sur les pentes du Carmel, on s'apercevait quand même que c'était pas aussi simple, la fraternité. Et alors il faisait très chaud, 4 heures de l'après-midi, et Dalia Kaufmann me dit, pour toi qui es un étranger, les formalités et les procédures de douane, tout ça va être très rapide. Pour nous, c'est beaucoup plus long, mais moi, j'avais pas envie de rester seul. J'étais assez inquiet, angoissé. Et elle me donne rendez-vous dans un café qui s'appelle le Café Eden. Bon. Et alors, je pousse, c'était pas une porte, c'était un rideau en chapelet d'ambre, là, comme ça. Je fends cela, comme Moïse. Et j'arrive, tout ça était plein d'ombre. Il y avait un bar avec un barman, je me rappelle petit. Et puis j'entendais des voix en français que j'avais parlé par des femmes. Je n'avais jamais entendu ce français-là. Jamais. Des accents étranges, il s'agissait d'échanges de bas contre du rouge à lèvres, enfin, etc., avec des voix fortes. Et le barman me demande, je ne sais plus dans quelle langue, en anglais, je crois. Il me dit, vous débarquez, vous arrivez avec le bateau? Je dis oui. Bon. Et très timidement, je lui dis, mais dites-moi les taxis ici, c'est très cher. Je lui demande. Il me dit, il vous a pris combien? Je dis le prix. Une espèce de rire homérique du barman. Et à la cantonade, en hébreu, il raconte cela. Et soudain, je ne sais pas d'où il est arrivé, mais un type surgit littéralement devant moi, tout noir, noirot, les cheveux noirs, le teint noir, basané. Et il se met à hurler, c'est la première fois en Israël, mort aux Juifs, mort aux Juifs, mort aux Juifs, mort aux Juifs, en hurlant littéralement. Et
j'étais vraiment interloqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je lui dis, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce type? Ça doit être un arabe. Ils sont très tolérants dans ce pays. Et je lui dis, mais monsieur, vous n'êtes pas juif? Un peu en bégayant. Si, je suis juif, me dit-il, mais juif de cœur. J'aime mieux être traité de sale juif à Rabat ou à Marrakech que de sale schwarzé ici. J'ai été introduit à tout le problème des Noirs et des... Oui, le problème des panthères noires, c'était déjà là. En fait, les filles étaient des putains. J'arrive, à un port, il y a des putains. Donc, il y avait des putains israéliennes. Et le type était le macro des putains. Bon. On est devenus copains, d'ailleurs. Lui et moi. Bon, mais pourquoi je dis ça? En effet, dans les ports, il y a des putains. Et dans un port israélien, il y a des putains aussi. C'est toute la question de ce film qui court, tu l'as dit autrement, mais c'est celle de la normalité. Bon. La normalité, ça revient tout le temps dans le film, c'est le fil conducteur du film. C'est le fil conducteur du film, pardon. Pourquoi Israël? C'est pourquoi Israël vu par mes yeux, vu par les yeux d'un juif de la diaspora. Qu'est-ce que c'est qu'un État juif? Un État où tout le monde est juif. Un État normal. Et en fait, tout le film montre que la normalité, c'est la normalité, L''A privatif, absolu. On va l'écrire s'il y avait un tableau noir, pour ceux qui parlent bien. La normalité, c'est L''A, c'est la normalité absolue. D'ailleurs, Verblovsky, dont tu as parlé, le professeur, en parle très vite dans le film. Il y a un dynamisme mystérieux, peut-être, dit-il, dans l'histoire juive. Le moment où on croit être normal, soudain quelque chose nous arrache. Et on échappe au dessin. Ça revient tout le temps. Je veux dire, mes questions aux policiers dont tu as parlé, à la jeune femme policier, je lui demande... Qu'est-ce que ça vous fait d'arrêter des juifs? Mais je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je lui dis, c'est pas étrange pour vous que les gens que vous arrêtiez soient des juifs? Je dis, non, je comprends pas. J'ai jamais arrêté un arabe. J'ai toujours arrêté rien que des juifs, elle dit. Bon, mais attendez, c'est plus compliqué quand même, parce que c'est un drôle de film. Pourquoi Israël? Donc... Attendez, donc j'ai passé, faut que j'aille vite quand même, j'ai passé 4 mois là-bas. Mon premier voyage en 1952. À mourir de faim d'ailleurs, parce que il y avait rien à manger, c'était juste après la guerre d'indépendance, c'est ce qu'ils appelaient la tsena, l'austérité. Et j'ai logé pendant ces 4 mois chez un type que j'avais rencontré sur le bateau, un juif viennois qui était musicologue et qui n'avait qu'un désir, c'est repartir pour Vienne, une nostalgie fabuleuse de l'Europe. C'est ce que le chanteur dans le film signifie, avec ses chansons spartakistes. Il y a ça aussi. Et en même temps, je suis arrivé chez lui un beau jour, comme ça, pas longtemps après... que ce soit après mon arrivée en Israël, il m'a ouvert sa porte, il avait un petit appartement, une femme avec un visage d'intellectuelle juive, 2 tout petits enfants, et ils m'ont donné une chambre et je ne suis jamais parti. Je suis resté là et nous avons littéralement crevé de faim ensemble. Enfin, c'était... Et alors, qu'est-ce que j'ai éprouvé là-bas? Bon,
quand alors, bon, j'ai passé 4 mois là, et puis peut-être que je serais resté. Je suis rentré parce que bon, je devais rentrer. Je ne peux pas entrer dans l'histoire de ma vie. Et je me suis mis à écrire, à tenter d'écrire ce reportage. Et je n'ai pas pu. Et j'ai décidé très vite que je ne pouvais pas le faire, que je ne pouvais pas parler d'Israël comme j'aurais pu le faire, comme je l'avais fait de l'Allemagne, ou comme je pourrais le faire de l'Inde ou d'un autre pays, et que les questions que je me posais étaient trop personnelles, trop profondes, elles sortaient de la guerre en même temps, il y avait tout ça. Hein. Et que je ne pouvais pas traiter de ce pays d'une façon neutre, comme si c'était n'importe quel autre. Et j'en ai parlé à Sartre, qui me dit « je vous comprends bien ». Et en même temps, c'était la découverte de la particularité juive. Moi, je vivais sur des réflexions sur la question juive de Sartre. Un peu, c'est l'antisémite qui crée le juif. Et là-bas, je découvre que ça tient pas debout et que c'est pas vrai du tout, qu'il y a un monde juif, un grand passé juif, des traditions, une culture intraitable, enfin, des coutumes intraitables, etc. Je lui ai dit tout ça à Sartre. Et il en a convenu. Ce qui est magnifique dans les réflexions sur la question juive, c'est le portrait de l'antisémite qu'il brosse. Ça ne bouge pas. Mais sur le monde juif, il ne savait pas grand-chose ou rien. Et alors il me dit, écrivez un livre. Bon, et alors en effet, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée, et j'ai commencé. Et j'ai écrit à peu près 100 pages, qui étaient vraiment bonnes. Et je lui ai montré, il m'exhortait à poursuivre, et je n'ai pas pu continuer non plus. J'étais pas capable de répondre aux questions que je me posais dans le plan où je me les posais alors. Impossible. Et 20 ans plus tard, ce livre, ce reportage non accompli et ce livre avorté est devenu ce film que j'ai tourné relativement très vite. Hein. Je savais ce que je voulais dire, ce que je voulais montrer. Par exemple, bon, l'étonnement, la sidération devant un État juif normal. Bon. Alors, et j'étais retourné en Israël au cours de ces 20 ans, entre le premier voyage et le moment où j'ai tourné. Le film a été prêt. La première du film a eu lieu au Festival de New York le 7 octobre 1973, le premier jour de la guerre de Kippour. D'ailleurs, c'était un hasard. C'était prévu comme ça depuis longtemps. Et attendez, là, je perds le fil de ce que je disais. J'ai un neurone qui a sauté. Qu'est-ce que je disais juste avant? Aidez-moi. T'es retourné. Pardon? T'es retourné entre les deux. Oui. Je suis retourné entre les deux et puis j'ai vu quand même Israël se développer et j'étais un peu... Moi-même, je revivais à chaque fois que j'y allais cet étonnement devant la normalité. Et ça, il fallait montrer ça dans un film. Bon, il y a beaucoup de scènes, une seule ne suffit pas. La prison, c'était très important. Mais un jour, je suis tombé sur un groupe de touristes américains. Et loin de Tel Aviv, loin de Jérusalem, est-ce qu'ils étaient là? On les voit dans le film, d'ailleurs, mais plus loin. Et
je les ai fait parler. Et je leur ai demandé quel était leur itinéraire, combien de temps ils restaient, etc. Ils m'ont donné l'itinéraire, et un jour donc, je savais qu'ils arrivaient à Jérusalem, je connaissais le nom de leur hôtel, et puis je suis arrivé, je les ai saisis au vol, au moment où ils avaient leur autobus qui les emmenait je ne sais où. J'ai grimpé dans l'autobus, j'ai dit au chauffeur de s'arrêter, j'ai commencé à leur tenir un discours en anglais. Je leur ai dit, écoutez, je tourne un film, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé à moi. Bon. À moi, il y a, en 1952, la première fois où je suis arrivé là. Et je leur ai... l'étonnement, quand même. Bon. Et je leur ai demandé, est-ce que vous éprouvez cela, vous-même, tous, avec un ensemble formidable, c'est un cœur d'approbation, oui. Alors je leur dis, il faut tourner cela. Ils ont accepté, ça les distrayait. Je les ai emmenés dans un grand supermarché, une grande surface, un super sol. Et puis je leur ai dit, allez-y, voilà du pain juif, voilà des boîtes de thon juif, etc., etc. C'est une des scènes les plus drôles du film. Et je me suis effacé, on me voit à un moment donné, à l'image d'ailleurs. Et j'ai tourné ça, ils ont joué magnifiquement. Le vieux, ils étaient de la région de Boston. Jewish tuna in pure oil. It is very amazing, etc., etc. Jewish bread. Et non, mais c'est important ce que je vous dis là. C'est intéressant. Et comique aussi. Quoi? Et comique aussi. C'est comique, mais la scène l'est comique. Parce que c'est un film drôle pour Israël. Et donc, oui, ça a été. Je pourrais vous parler pendant des heures de ce premier voyage en Israël. Alors, tu as dit que j'étais à l'image. Oui, il m'arrive d'y être, mais j'aime pas ça. Je n'aime pas être à l'image. Il y a une espèce de crétin israélien qui a... Oui, qui a expliqué que dans Shoah, on ne voyait que moi. Que j'étais tout le temps là, tout le temps à l'image. Et ça lui était insupportable. Or, Shoah, le film dure 9h30, et j'ai un ami qui m'aime bien, qui a eu la curiosité de contrôler chronomètre en main. Combien de temps j'apparais, même avec une amorce d'épaule. Il a compté tout ça. Je suis dans Shoah pendant 32 minutes. Sur 9h30, c'est pas énorme. J'y suis quand j'interroge les Polonais avec une interprète. Je suis obligé d'être là. J'y suis quand je filme les nazis à leur insu, parce qu'il n'y a pas 36 grosseurs de plans possibles, enfin, etc. Et voilà, mais ça c'est la haine, enfin bon, qu'est-ce que... Tu as dit des choses très belles, faire exister dans le film la mémoire du film, etc. Le russe, les Russes. Tu as parlé de la scène des frères. Les deux frères. Elle est vraiment étonnante, cette scène. Parce que les choses se sont véritablement passées comme je l'ai montré et comme je l'ai filmé. Mais je fais quand même du homework avant de tourner. Et j'avais été souvent dans tout le travail exploratoire, le travail de préparation, j'avais été souvent
À l'aéroport, c'était une période où il y avait une grande vague d'immigration de juifs russes, d'Alia. Et j'avais été les voir dans leurs nouveaux logements, j'avais été les voir dans les Ulpanim, où ils apprenaient l'hébreu, etc. Puis ils vivaient tous le choc de l'immigration, c'est un choc terrible. Et il y a eu des vagues d'immigration pendant toute l'histoire juive, là-bas. Enfin, pendant 2000 ans, ça n'a jamais cessé. Et il y avait des gens qui ne supportaient pas, qui se suicidaient. Je me souviens de Gershom Scholem à Jérusalem, me disant des lettres du XVIIIe siècle écrites à Tibériade, de gens qui ne supportaient pas. Et il y a une sorte de... pas de carré, on les met autour sur le pourtour des cimetières. À Tibériade, il y a un très ancien cimetière où on voit les tombes de ceux qui se sont suicidés. Donc ils passent tous par ce choc formidable, enfin, de changement de langue, de culture, de climat, de nourriture, etc. Et donc, j'avais vu que parmi ces Russes, il y en avait qui ne supportaient pas et qui n'avaient qu'un désir, c'est repartir ou aller ailleurs. Et le jour où j'ai tourné, je me suis dit, oui, il ne faut pas que j'oublie de parler des deux frères, les choses se sont passées ainsi, donc. Mais alors, je m'étais dit, moi, je vais filmer les choses et je vais en choisir un, ou deux, ou un couple, et je retournerai les voir dans un mois. Et je serai honnête envers la vérité, loyal. S'ils sont bien, je le montrerai. S'ils se sentent mal, je le montrerai aussi. Bon. Alors il y a toute cette scène de l'arrivée qui est formidable quand même. Et puis les deux frères. Bon, les deux frères, en effet, tu dis que j'interviens là, oui. J'ai fait le go-between. C'est-à-dire, j'étais chercher le frère en bas. Bon. Et je l'ai fait monter, j'ai dit au type de la sécurité qui voulait nous empêcher, j'ai dit non. Je l'ai montré, j'avais des badges qui m'autorisaient à faire ce que je voulais. Mais ce qui est très beau, c'est que ces deux frères qui ne se sont pas revus depuis 40 ans, hein, celui auquel je parle, le premier, celui qui arrive, ce grand type qui vient de Tchernovitz, qui est très beau, avant d'embrasser son frère et de lui ouvrir ses bras, regarde si la caméra est prête. Il regarde. Ben, j'ai été lui chercher son frère. Bon. Et ça, c'est la politesse. Il était d'une politesse merveilleuse. Et c'est quand je lui dis oui, je suis prêt. Alors là, les deux frères s'étreignent, mais les sanglots sont vrais. Ils sanglotent. Et alors donc, j'ai vu ce jeune couple, celui qui voulait à toute force aller au bord de la mer Rouge. Et alors on l'envoie à Arad, qui n'est pas au bord de la mer Rouge, mais au bord de la mer Morte. On lui dit que c'est à 25 km, en fait c'est à 250 km ou 300, etc. Bon. Et en effet, je suis retourné un mois plus tard et la scène est là. Mais ce qui était très très difficile, c'est que si j'avais conclu comme ça aurait été très injuste envers Israël. Parce que tu as parlé d'empathie, et puis ils sont tous passés par là. Eh ben, cette scène elle est non pas détruite, mais elle est corrigée ou remise à sa véritable place par la scène suivante, avec les Juifs de Dimona, les Juifs marocains, le type qui est comme Gabin. Moi, je suis le papa de Dimona, le vieux,
de Dimona, enfin. Alors le film est tout le temps comme ça, et c'est la construction même du film, c'est la vérité qui exige cela, et le fait que le film soit construit sans un mot de commentaire. Il n'y a pas de voix off qui disent aux gens ce qu'ils doivent penser. Cette idée de la joie dont je parlais, est-ce que tu es d'accord? Qu'il y a de la joie à croiser du réel avec ton regard de cinéaste. Il y a sûrement de la joie, parce que moi, devant le réel, je me sens comme un chasseur, comme un chien de chasse. Enfin, je suis... Devant le réel, je le vois. Je ne suis pas indifférent au réel, et au contraire, et s'il faut, je le fais advenir. Mais on peut dire qu'il y a de la joie, oui. Je ne suis pas sûr que ce soit le mot que j'aurais utilisé, mais peut-être, je n'ai pas assez réfléchi à ça. Mais le film est drôle, en tous les cas. Le premier regard, ça c'est tout le temps dans Shoah, Eric en a parlé. La dernière fois, moi j'ai tout le temps été obsédé par ça, par ce que j'appelle l'imminence. Qu'est-ce que c'est que, quand je demande aux gros paysans polonais de Treblinka, est-ce qu'il se souvient de l'arrivée du premier convoi de juifs à Treblinka en provenance de Varsovie? Il dit oui, il se souvient très bien du premier convoi. C'est l'interprète qui traduit. Mais il ne se souvient pas du tout, parce qu'il est immédiatement dans la routine. Il est dans la routine de l'extermination. Il n'a aucun souvenir du premier convoi. Il l'a balancé. Et il y a un autre type, toujours dans Shoah, un autre polonais qui s'appelle Jan Piwonski, qui était chef aide-aiguilleur à la gare de Sobibor, précisément. Et lui se souvient de la première fois où on a gazé des Juifs à Sobibor, et c'est là où il dit, il a vu un convoi arriver, il pensait que c'était des gens qui venaient pour aider à la construction du camp, comme les autres qu'il avait vu arriver les semaines précédentes. Il dit, j'ai pris ma bicyclette et je suis rentré chez moi. Alors, j'ai dit, pourquoi? Alors il m'explique ça. Et il dit, le lendemain matin, quand je suis revenu, un silence idéal régnait à la gare. Pas de cris, pas d'aboiements, pas de coups de feu, alors qu'avant, il y avait ça tout le temps. Et c'est le silence qui lui a fait prendre conscience qu'un événement inouï et sans précédent avait eu lieu. Et je lui dis, alors c'est ça, je lui pose la question. Et il dit oui. Logiquement, j'aurais dû le monter dans le film après le gros. C'est la même histoire, la même question la première fois. Mais le registre des réponses est tellement différent que c'était impossible. Donc, au cours du montage du film, je l'ai gardé. Je me dis, ça viendra à un autre moment dans le film. Ça vient 2h30 plus tard. Et je lui demande, c'est une question complètement saugrenue, mais j'étais tellement bouleversé par sa réponse sur le silence, je lui demande, est-ce qu'il peut décrire ce silence? Et il répète, pas un cri, pas un coup de feu, pas un aboiement, etc. Et comment est-ce qu'on peut décrire un silence? Ma question, il n'y avait pas de réponse possible.
à ma question. Et la réponse, la vraie réponse à la question, elle est donnée dans le film Sobibor, 14 octobre. Parce que les oies, quand soudain je coupe le son, quand les oies se forment en galettes blanches immaculées, et elles tournent, et quand je décide de couper le son, j'ai essayé. Et ça devient un vrai silence de mort. Et c'est la réponse. C'est pourquoi tous ces films sont liés, finalement. Ça circule entre les... Qu'est-ce que vous avez dit d'autre? J'en sais rien. Si vous voulez savoir d'autres choses, interrogez-moi. Tu as dit, oui, désormais, le mot désormais, ça me fait penser à... Il y a une plaque mémorielle, pas loin d'ici, quai aux Fleurs, devant le 1 quai aux Fleurs, où habitait Yankelevitch. Et c'est très beau ce qu'il a écrit. Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été. Désormais, le fait mystérieux et profondément obscur d'avoir vécu est son viatique pour l'éternité. C'est obscur, mais c'est beau. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Non, on pourrait poursuivre. Moi, je pensais aussi à Tzal. Tzal, c'est un film. Ah oui, non, attendez, non, je perds la tête, là, une seconde. Non, parce que j'ai dit qu'il y avait de l'actualité quand même dans toute cette histoire de pourquoi Israël. Et je trouve, moi, que ce pays est dans une situation mauvaise, et plus mauvaise peut-être que jamais. Parce que ce pays qui a toujours refusé l'internationalisation, eh bien, ils l'ont, l'internationalisation, maintenant. C'est-à-dire que c'est une vraie atteinte à l'indépendance d'Israël. Je vois ça comme ça. Et si Israël est atteint dans son indépendance, alors quoi? J'ai entendu l'autre jour à la radio un général français de la Finule qui a été pendant très longtemps là-bas, enfin, à qui quelqu'un demandait mais à quoi vont servir les chars Leclerc? Contre qui vont-ils être utilisés par le Hezbollah? Et le type a répondu ceci, le général. Il a répondu nous en avons assez d'avoir été humiliés pendant des années par Israël. Oui. D'avoir été humiliés pendant des années par Israël. Et comme ils sont passés en 82, etc., à chaque fois. Alors avec les chars Leclerc, les choses vont changer. Et je me disais, moi, que si Chirac veut se représenter et assurer sa réélection, c'est très simple. Il n'y a qu'à faire un clash entre Charles Leclerc et Merkava, que les Français bousillent 2 ou 3 Merkava, et le coq gaulois, il sera réélu tout de suite. Il le sait d'ailleurs. Non, je plaisante à peine.
Mais ça, est un film très actuel, il faudrait le montrer actuellement. David Grossman, dont le fils vient d'être tué, David Grossman parle magnifiquement dans Tzahal sur la jeunesse israélienne, sur la dureté de ce que font les soldats, et tout ça s'est monté sur des images très belles de parachutistes qui vont accomplir leur premier saut, puis les Merkava qui ont été, dont le blindage a été percé par les armes, les roquettes anti-chars du Hezbollah. Il y a le concepteur des Merkava, le général Talik, est dans Israël. Alors, ce qu'il disait a servi quand même, parce que les types qui sont touchés dans un char n'ont plus à s'extirper en flammes par la tourelle. Ils peuvent sortir par derrière. Voilà. Non, mais juste une parenthèse. Quand on regarde ça aujourd'hui, on retrouve la guerre entre Israël et le Hezbollah. C'est-à-dire, quand tu montres les témoignages de soldats dans les chars, précisément, qui sont touchés par les missiles égyptiens, par les tireurs qui sont enterrés dans le sable et qui tirent avec leurs roquettes, on retrouve absolument des scènes d'aujourd'hui. C'est la même chose. Voilà. Et c'est frappant, parce que c'est littéralement la même chose. Et aussi la dureté, la violence, en effet, des combats. Il y a une sorte de surplace, comme de l'histoire, qui est assez effrayante. Moi, on parle depuis 8 heures, ça fait presque 2 heures. Non, c'est pas bon, si mesdames et messieurs, il est 22 heures. C'est vrai que moi, je suis resté silencieux parce que je crois que comme beaucoup, nous avons bu tes paroles, Claude. C'est vrai que c'était pas du tout un hommage posthume, comme tu as pu te rendre compte. Puisqu'on donne pas, c'était pas du tout un hommage posthume parce qu'on donne pas la parole aux morts dans un hommage posthume. C'était plutôt une soirée amicale et tu l'as ressenti, je crois, ce soir. C'était une soirée d'amis qui voulaient te manifester leur reconnaissance et nous aussi on l'a senti parce que tu t'es livré, tu nous as parlé avec ton cœur, tu nous as parlé non, avec mon intelligence. Avec ton intelligence aussi, mais ton cœur beaucoup, tu t'es livré ce soir, Claude. Donc je voudrais te remercier et te dire d'une part que tu seras toujours le bienvenu dans cette maison et remercier également tes amis et complices Serge Toubiana, Éric Marty qui ont bien voulu nous honorer de leur présence et puis merci à vous tous. J'oublie de dire, quelqu'un a parlé. Oui. Vous parlez de Gérard Wageman ici présent parce que mais parle. Tout à l'heure Éric Marty a dit quelque chose et j'ai noté. Voilà, quand tu parlais de la sphère esthétique, Wageman a fait quand même un très beau livre qui s'appelle L'objet du siècle. Magnifique. Et dans lequel il est question de Shoah. Très important. Claude, merci et merci à tous.